Notre premier invité du jour, Christian Parizeau, économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC. Bonjour Christian. Bonjour. Avec vous ce matin, on refait la semaine économique et on commence évidemment, parce qu'on a pas mal d'actu, notamment des États-Unis, on commence par la décision de Donald Trump hier, en tout cas son annonce, pour taxer de 10% supplémentaires 300 milliards de dollars d'importation de produits chinois. Donc faisons un point sur cette guerre commerciale et surtout, est-ce que ces menaces ont finalement une incidence réelle sur l'économie? Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître, on va dire 10% sur la moitié de ce qu'importent de Chine les États-Unis, on va dire c'est absorbable parce qu'on a eu 25% sur la première moitié des importations. On n'a pas vu l'économie américaine s'effondrer, on n'a pas vu, on a un impact très fort sur l'économie chinoise, indirectement sur l'Europe, puisqu'on est dépendant de cette croissance, mais on n'a pas eu un effondrement derrière de l'économie américaine. Donc on pourrait dire encore 10%, mais finalement, est-ce que ça va vraiment l'impacter? Alors, premier élément qu'il faut tenir compte, attention, c'est 10%, mais c'est des biens de consommation. 69%, ça sera des biens de consommation à 69%. Donc voilà, ça touche directement le consommateur. Or, rappelez-vous le discours de M. Powell, de tous les économistes, c'est dire il y a un impact de cette guerre commerciale essentiellement sur l'investissement des entreprises, mais comme aime bien le rappeler M. Powell, 70% de l'économie, c'est-à-dire que la consommation des ménages tient bien. Là, on va quand même avoir un impact. Alors, c'est que 10%. 10%, c'est à relativiser parce que d'ici là, on peut avoir la devise qui baisse un peu, on peut avoir plein d'éléments, on peut même finalement l'absorber sur ses marges. Donc 10%, c'est pas encore trop méchant. Le vrai risque derrière ça, c'est aussi que Trump attaque. Il devient très agressif dans ses négociations commerciales et il dit aux Chinois, bah voilà, j'attends pas la reprise des négociations commerciales, je taxe tout de suite et après on va aller à la table négocier. Et donc le risque qu'il prend aujourd'hui, c'est que les Chinois disent, bah non, finalement, on peut pas vous faire confiance, vous nous taxez, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on aille des négociations commerciales si vous nous frappez dès le départ? Et donc on risque d'avoir surtout une rupture de négociation. Et là par contre ça serait très négatif parce qu'il a promis 10%, après il va passer à 25% et après il a promis même 40%. Durant sa campagne électorale, il faut le rappeler, il disait qu'il fallait taxer les biens chinois à 40%. Donc on voit qu'il peut y avoir une surenchère. 40%, du coup, vraiment. Alors, déjà 25%, alors juste pour vous donner une image, on avait eu HP, Apple qui avait fait une estimation et qui avait dit à l'administration américaine que s'il y avait une taxe de 25% sur les produits importés électroniques, parce que maintenant c'est l'iPhone qui est vraiment taxé, on est vraiment sur des biens de consommation de tous les jours, si on avait une hausse des taxes de 25%, 19% seraient répercutés aux ménages américains. Donc 19% de hausse sur un PC, sur un poste portable, sur un téléphone, ça commence à véritablement avoir un impact sur l'inflation et sur naturellement le pouvoir d'achat des Américains, même s'ils ne consomment pas que des biens chinois, mais on voit que ça sera quand même des biens un peu emblématiques et ça va se voir, ça va quand même se voir directement. C'est pour ça que Wall Street a réagi très négativement à cette annonce, parce que ça interviendra en plus au pire des moments, parce qu'il y a quand même un peu de saisonnalité dans la consommation, et ça interviendra au moment des ventes de la rentrée et au moment surtout des achats de Noël. Je vous laisse imaginer, si je vous taxe à 25% les jouets de Noël, ça va quand même vraiment peser sur les ventes de fin d'année. Donc c'est pas pour rien que Target a perdu près de 4% sur cette annonce, parce qu'on s'inquiète réellement sur l'impact que ça peut avoir derrière sur la consommation, et surtout ça casse l'image de dire que l'économie américaine a bien résisté jusqu'à maintenant parce que lié à le consommateur américain. Là, ça fragilise vraiment le noyau dur de la croissance américaine. Alors avant de revenir justement à cette économie américaine et au discours de Jérôme Powell, le président de la Fed cette semaine, juste pour revenir sur la Chine a réagi, mais finalement très diplomatiquement ce matin en disant que ces menaces, ou en tout cas que cette annonce et cette surtaxe n'étaient pas constructives. On reste quand même diplomatique, on reste dans la discussion. Donc vous pensez vraiment que les Chinois peuvent claquer la porte et dire non, il n'y aura pas de négo en septembre? Moi je pense, parce que là c'est qu'une première réaction, c'était à chaud, mais il y a quand même une ligne dure qui se dessine aujourd'hui en Chine. On a vu que dans les représentants chinois qui ont négocié là cette semaine avec les représentants américains, il y avait quand même la ligne dure qui était renforcée avec plutôt des faucons de l'administration chinoise qui participaient à ces négociations. Et là, véritablement, il y a un problème de confiance vis-à-vis de l'administration Trump sur même si on a un accord commercial, est-ce qu'il va être appliqué, et surtout sur les exigences américaines qui restent quand même assez élevées vis-à-vis de la Chine. Donc après, il y a un choix de la Chine. C'est à un moment donné, est-ce que j'accepte de plier ou est-ce que je me coupe le bras? Et je pense qu'arrivé à un moment donné, là, il y a un vrai problème de confiance et je suis pas sûr que cette manière agressive
répressive passe bien. On le voit en tout cas, ça marche pas très bien quand on voit les négociations avec l'Iran, quand on voit au niveau géopolitique, cette façon de faire de M. Trump ne passe pas bien. Et on voit ne fonctionne jamais. Et j'ai un peu peur que les Chinois soient aussi un petit peu sur la défensive. Alors, on passe maintenant à l'autre événement, l'autre actualité de la semaine, c'est la baisse des taux de la Fed. On n'avait pas vu ça depuis 2008. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'explication de Jérôme Powell, le président de la Fed, sur cette baisse des taux était on ne peut plus nébuleuse, parce que finalement, il n'y a pas eu vraiment de changement au niveau de l'économie américaine depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Donc, pourquoi maintenant cette baisse des taux? Elle était assez novatrice, sa communication, parce que pour la première fois, la Fed annonce une baisse des taux de manière préventive. En général, elle observe une dégradation de l'économie, elle observe une fin de cycle, et à ce moment-là, la fin de cycle arrivant, on va détendre les taux pour essayer de limiter la récession et puis permettre peut-être à l'économie de redémarrer. Donc il faut attendre que le marché de l'emploi se dégrade, que la consommation soit moins dynamique, que l'investissement se retourne. Donc il faut avoir des indicateurs assez négatifs. Là, voilà, il a lui-même admis que c'est juste un problème de prévision, mais c'est pas encore dans les chiffres. Donc il était assez mal à l'aise là-dessus. C'est pour ça qu'il a parlé de baisse des taux de milieu de cycle, parce qu'en mettant bien en avant que c'était pas une fin de cycle, et qu'il a clairement dit à un moment donné qu'on pourrait remonter les taux avant la prochaine fin de cycle. Donc on voit que c'est vraiment une baisse des taux temporaire. Je pense qu'il a voulu surtout casser l'idée qu'on n'est pas dans un cycle de baisse de taux continu, qu'on va pas baisser les taux directeurs à chaque trimestre. Donc là, c'est une assurance, mais ça reste qu'une assurance une fois. Et il a dit clairement que après, on va redevenir ce qu'on appelle data dependent. On va regarder les données économiques et on réagira en fonction de ces données économiques. Donc déjà, il a cassé finalement les anticipations. Deuxième élément novateur, et ça c'est rare quand même pour le souligner, c'est qu'il a mis en avant que le principal risque, c'est pas domestique, c'est pas l'économie américaine, le consommateur va bien, le marché de l'emploi va bien, c'est l'environnement international, c'est la faiblesse. Et il a mis un élément important. Alors, il a pas cité M. Trump naturellement, qui est à l'origine quand même de ça, mais très compliqué. Voilà, ça serait pas politiquement correct. Mais on va dire qu'il a quand même mis en avant que aujourd'hui, il y avait la Chine qui souffrait, l'Europe qui souffre de cet environnement commercial, et que ça laissera pas immuniser l'économie américaine. L'air de dire qu'on va avoir un coup de boomerang qui va revenir derrière ces risques politiques, derrière cette incertitude politique, ça peut que impacter négativement l'économie américaine. Et donc il a mis très clairement une mise en garde. Cette guerre commerciale, c'est un élément de faiblesse de l'économie, donc peut-être de baisse des taux, ça c'est évident. C'est pour ça que les marchés futurs sur Fed Fund, dès que Trump a annoncé la hausse des taxes, tout de suite on a anticipé, on a remonté la probabilité d'une baisse des taux en septembre en se disant ça y est, c'est le signal. Mais en tout cas, il met en avant, et puis le dernier point qu'il met en avant, la dernière justification, mais elle est plus classique, on va dire, c'est dire que l'inflation est trop faible et que la Fed n'est pas contente du tout aujourd'hui de la faiblesse de l'inflation, et donc il faut un petit peu relancer les anticipations d'inflation. Mais je dirais que dans les trois éléments, ce qu'il faut retenir, c'est surtout une critique finalement de cette guerre commerciale qui peut véritablement avoir un effet à terme sur la croissance américaine, et puis le fait de pouvoir casser l'idée d'une fin de cycle et de dire on n'est pas anticipé une baisse continue des taux directeurs dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a une limite à cette détente monétaire, d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique, parce qu'on voit évidemment ça booste, ça relance les crédits, ça relance la consommation aux États-Unis. Wall Street applaudit, sauf que là c'était anticipé, donc il y a guère eu de surprise. Mais est-ce qu'on peut baisser les taux? Est-ce que les banques centrales finalement peuvent continuer de maintenir ces marchés, cette liquidité, c'est finalement sous perfusion et finalement déconnecté de la réalité économique? C'est un peu la question qu'on commence à se poser, puisque nous, ce qu'on regarde en ce moment, c'est ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la valorisation du secteur bancaire. Bon, c'est pas nouveau, ça fait un petit moment qu'il souffre, et surtout la réaction que commence à avoir aujourd'hui ce secteur lorsqu'on a des annonces de la BCE, lorsqu'on a des annonces de la Banque centrale américaine. Je vais vous dire, même aux États-Unis, les banques américaines ont sorti quand même des résultats assez solides. La seule chose que regardent les investisseurs sur les résultats des banques américaines, c'est l'impact des baisses des taux à venir de la Banque centrale américaine sur la marge nette d'intérêt. Donc c'est la marge un peu d'intermédiation qu'ont les banques sur ça. Donc on sait que si la Fed baisse ses taux, ça baissera la marge d'intérêt. Et on voit qu'en Europe, on se pose de plus en plus la question, est-ce que des taux négatifs, si la BCE va encore beaucoup plus loin dans les taux négatifs, est-ce que ça risque pas de véritablement aujourd'hui peser sur les résultats des banques? On le voit dans la banque de détail, qui souffre quand même beaucoup. Et donc, est-ce que les banques vont pas devoir faire beaucoup de crédits, donc prendre beaucoup plus de risques, et donc ça dégrade la qualité de leur bilan? Et puis derrière, elles ont quand même des pressions sur leur marge avec les dépôts qu'elles déposent auprès de la BCE qui vont leur coûter de plus en plus cher. Et donc le risque que prennent aujourd'hui les banquiers centraux, on dit ils peuvent agir, ils peuvent aller encore plus loin, ils peuvent aller très loin dans les négatifs, ils peuvent injecter l'équité. Mais ce qu'on peut commencer à percevoir aujourd'hui, est-ce que le marché ne risque pas d'avoir une certaine défiance vis-à-vis du secteur
secteur bancaire si véritablement on commence à anticiper que la BCE ou que la Fed vont trop loin, que ça pèse vraiment trop sur les résultats des banques. Je vous prends un exemple. Je suis une banque, je vais emprunter de l'argent sur les marchés. Si les marchés n'ont pas confiance dans ma rentabilité, dans ma capacité à finalement générer de l'argent, eh ben je vais pas lui prêter. Et à ce moment-là, on a un durcissement des conditions financières pour les banques et ça sera contre-productif pour les banques centrales, pour la Banque centrale européenne par exemple. Et donc là, on voit qu'on est quand même dans une situation qui devient peut-être un peu tendue. On commence à passer une étape, à mon avis, qu'il va falloir commencer à être prudent parce qu'à vouloir trop agir finalement, à vouloir aller trop loin dans les taux négatifs, est-ce que ça risque pas de se retourner aujourd'hui vis-à-vis d'une défiance du secteur bancaire? Donc ça, surveiller de très près et c'est un élément clé aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut commencer un peu à s'inquiéter aujourd'hui de l'impact de ces politiques monétaires sur les résultats des banques et surtout sur leur niveau de valorisation qui est particulièrement faible en bourse. Merci beaucoup Christian Parizeau. Je le rappelle, vous êtes économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC.